Mesdames, Messieurs, bonjour à vous et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Avec vous au quotidien pour vous parler encore et toujours des sujets qui vous concernent. Alors cette fois, ce sont des conseils pour bien démarrer sa vie à deux que nous allons vous donner. Partir sur de bonnes bases, c'est important bien sûr, mais de quelle base parle-t-on? Est-on d'accord sur la notion d'engagement, sur la façon de gérer ses finances? Comment se prémunir des aléas de la vie? Autant de questions auxquelles nos invités sont venus répondre. Elles sont avec moi et je vous les présente dans un instant. Bonjour Yonella Baron. Bonjour Aurélie. Vous êtes notaire du côté de Loudéac et en face de vous, nous avons Anne Guinge. Bonjour Anne. Bonjour. Vous êtes conseillère conjugale et familiale au sein de l'association Couple et Famille Bretagne. Alors avant d'entrer peut-être dans le vif du sujet, un mot de cette structure. Couple et Famille Bretagne existe depuis 11 ans. Y œuvrent des conseillers conjugaux et familiaux indépendants. Quelle est la vocation de cette association ? Cette association a pour but de recueillir tout ce que les gens ont besoin de déposer lorsqu'ils sont en difficulté dans une période de changement, alors que ce soit la parentalité, une période de crise dans un couple. On est là donc pour faire circuler l'information dans le couple et puis les accompagner. On est entre en fait la médiation et la thérapie de couple, est-ce que je dis vrai ? Oui, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs paroisses un petit peu pour accompagner les couples. La médiation, si on veut faire un petit peu simple et puis de façon très sommaire, la médiation va peut-être accompagner les couples dans un cadre juridique, la thérapie dans le cadre de l'analyse et de l'inconscient, et alors que le conseiller conjugal et familial va plus l'accompagner sur la relation entre les personnes. Voilà, on accompagne cette réflexion au sein des couples, des conseillers qui suivent une formation assez conséquente quand même, 2 ans à raison d'une fois par mois, avec un accent mis sur la psychologie en fait. Oui, pendant toute la formation, donc les formations, celles qui sont dispensées ici sur Nantes, c'est donc un cursus de 2 ans. Et puis nous sommes vraiment dans une bulle pendant 2 jours où on doit vraiment travailler sur nous, parce que pour bien accueillir la parole de l'autre, il faut être en phase avec soi. Et donc on doit vraiment savoir un peu comment on peut avoir un écho en soi de toutes les problématiques qui pourraient nous être apportées par des consultants. À tous les moments de la vie, à tous les moments de la vie. Alors que ce soit de la petite enfance, la parentalité, je vais dire, la séparation, une crise existentielle, une difficulté avec la famille d'origine, les problèmes d'argent, la sexualité, enfin voilà, tous les domaines. On va poser les choses aussi avec vous, Yonella Baron. On parle de vie à deux, de couple, mais au regard du droit, il convient quand même de préciser un certain nombre de choses. Oui, en fait, il y a 3 catégories. Il y a l'union libre, le concubinage, donc c'est une situation de fait où on a des règles tacites entre personnes. Par exemple, pour payer une facture, ils vont s'accorder que ce soit monsieur qui paye la facture EDF. C'est vraiment tacite, mais parfois il est nécessaire de contractualiser tout ça. Alors, on a le PACS, qui est un véritable contrat, mais qui ne donne pas la qualité d'héritier. Et puis, si on veut pousser un peu plus la protection de l'être aimé, on a le mariage. Quand vous avez affaire à ces couples, par quelle porte d'entrée arrivent-ils dans vos études ? Alors, grâce à vos émissions, déjà. C'est une bonne chose. Voilà, c'est une bonne chose. Et puis, en règle générale, c'est suite à un décès. On peut avoir des personnes qui se posent des questions. Qui se projettent. Ou suite à une acquisition. Parfois, elles n'ont pas conscience en fait, des conséquences de leur acquisition. Acquisition d'un bien, d'un appartement, d'une maison. D'accord. Voilà. Et donc, on est là pour les écouter et les conseiller. De manière un peu abusive, on peut penser que quand on parle de vie à deux, partir sur de bonnes bases, on fait référence à des jeunes couples. Mais les bonnes bases, c'est tout au long de la vie. Oui, bien sûr, parce que dans une vie, on peut en avoir plusieurs. Et on a notamment des retraités qui ont déjà fait leur vie, qui ont déjà des enfants, chacun, et qui ont pour objectif de se protéger l'un et l'autre fortement, parce que les enfants, ils considèrent qu'ils sont grands, ils ont fait leur vie, ils sont indépendants financièrement. Et leur objectif, c'est de protéger l'autre. Alors, ça arrive souvent quand on a aussi, dans le couple, une différence de revenus. On peut avoir monsieur ou madame, il n'y a pas de règle, qui a des revenus retraite beaucoup plus conséquents ou plus faibles. Oui. Et l'objectif, c'est de
de le protéger dans son cadre de vie et dans son niveau de vie. Voilà, donc important effectivement à tout âge finalement de poser les bases de comment ça va se passer au sein du couple. On va parler de ces couples un petit peu plus en détail. Quand vous les voyez, vous, Anne Guinche, ils ont finalement déjà une difficulté bien souvent. Au début d'une relation, qu'est-ce qui peut poser problème souvent ? Au début de la relation, le thème le plus abordé, c'est souvent l'engagement. Parce que l'engagement dans le couple ne veut pas dire la même chose pour les deux personnes du couple. Pour certains, l'engagement, ça va être de vivre ensemble. Pour l'autre, ça va être de se marier. Pour une autre personne, ça va être d'avoir des enfants et de faire une famille. La notion de l'engagement est importante à décortiquer. Et donc, c'est pour ça qu'il est important de discuter et de faire en sorte que les consultants posent vraiment leurs ressentis et leurs émotions sur tout ce qu'ils vivent, de manière à construire leur vie à deux. Oui, c'est important d'accorder ces violons. La gestion de l'argent, ça peut être aussi des sujets de crispation. Il peut y avoir la gestion de l'argent, il peut y avoir la différence de culture, la différence de religion, parce que toutes ces différences qui peuvent être un enrichissement, puisqu'un couple qui est une tierce personne, puisqu'en fin de compte c'est l'addition des deux personnes, ça peut être un réel enrichissement et en même temps ça peut être aussi des points de cristallisation, des débuts de crise, des différends et puis des points de vue divergents. Donc voilà, l'important c'est de communiquer pour aller vers la construction d'une vie commune. En termes d'engagement, l'achat d'un bien, ce dont on parlait il y a un instant, c'est un sacré engagement, on peut le dire. Quand les couples viennent vous voir, au moment d'une acquisition, justement, qu'est-ce que vous regardez et qu'est-ce que vous leur conseillez, Yonela Baron ? Alors, je vais regarder déjà dans quelle proportion ils comptent financer le bien. Parce que s'ils sont en union libre, ou s'ils ont un pacsé ou un contrat de séparation de biens, il faut impérativement, et c'est un conseil qui est extrêmement important, que les quotités acquises soient proportionnelles au mode de financement. Si j'ai financé 70%, je dois être propriétaire de 70%. D'accord. Mais pourquoi ? C'est parce que nous, notaires, on doit prévenir les conflits. Et c'est ça. Aujourd'hui, tout va bien. Demain, lors de la séparation, la personne qui aura financé plus voudra sans doute récupérer ses 70%. Ouais, donc voilà. effectivement, et donc il faut prévenir dès maintenant dans le contrat de vente. Oui, c'est vrai que parler de contrat quand on se lance dans une vie à deux, c'est pas très glamour, il faut bien le dire, mais c'est quand même la garantie d'une base solide en tout cas pour les couples. Voilà, et comme je dis toujours, vaut mieux choisir que subir. On parlait du mariage tout à l'heure, alors on va revenir sur les autres formes d'union, mais on entend souvent parler des contrats de mariage. Est-ce qu'on peut détailler un petit peu ce que ça implique quand on choisit de se marier avec un contrat ou sans contrat d'ailleurs? Comment ça se passe? Est-ce qu'on peut expliciter un peu cette partie? Alors, si vous n'allez pas voir le notaire avant de vous marier, automatiquement, vous serez marié sous le régime de la communauté. Chaque époux garde ses biens propres et ses dettes propres. Biens propres et dettes propres acquis avant mariage ou reçus par succession ou donation. Et en fait, au milieu, on a une bulle, c'est la communauté. Tout ce que les époux achètent pendant le mariage et même en instance de divorce, par ailleurs, tombe dans la communauté. Justement, séparation de biens, c'est un autre type de contrat de mariage. Exactement. Que l'on conseille également pour un chef d'entreprise qui veut protéger son conjoint par rapport aux dettes des créanciers et que l'on conseille aussi dans les familles recomposées pour éviter d'enlever une part, justement, aux enfants de la première union. Ah, donc c'est important. Mais ce n'est pas forcément automatique, puisque ça dépend vraiment de l'entretien que nous avons avec nos clients et de la manière dont ils voient les choses. Oui, parce que donc là, vraiment, c'est du cas par cas, bien évidemment, et c'est tout l'intérêt, effectivement, d'en discuter en amont avant de prendre quelques décisions que ce soit. Anne Guinche, sur ce que vient de dire Yonela, est-ce que, finalement, cette contractualisation, c'est, au regard de ce que vous voyez, vous, dans votre cabinet, peut-être, c'est une bonne chose? Le contrat, il est ce qui se fait à un instant T. Et après, c'est le début de la vie, vous le dites vous-même, c'est quand ils viennent vous voir, ils veulent se marier, donc c'est à un instant T. Après, tout au long de la vie, il peut y avoir des divergences, parce que les gens évoluent. Alors, ils évoluent des fois dans le bon sens, tous les deux en même temps, ou des fois, ils prennent des chemins de travers, ce n'est pas les mêmes chemins. Donc, du coup, nous, notre accompagnement, il se fait à différents moments. Et le contrat, même s'il peut garantir d'une issue
financière, juridique, immobilière, ne garantit pas une séparation facile. Nous, on dit souvent qu'il y a la rupture. La rupture, c'est le moment où les personnes vont se séparer. Il y a la séparation qui, elle, peut être accompagnée et qui peut être quelque chose, un moment... Vous savez, des fois, il y a des personnes qui arrivent en cabinet et lorsqu'on les entend, et ça me fait penser à ce que vous disiez tout à l'heure, ils arrivent, ils n'ont pas la même demande. C'est-à-dire qu'un vient parce qu'il y a une difficulté de couple et il voudrait que le couple perdure, et l'autre vient en sachant qu'il n'a plus envie que le couple perdure. Donc, c'est là où c'est important de bien entendre et d'avoir la bonne écoute. Voilà, une oreille attentive. En tout cas, ce qu'on comprend en creux, c'est que malgré tout, quand on parle de vie à deux, c'est vraiment cette question de l'anticipation d'une potentielle séparation et que c'est assez indissociable. On fait une petite pause dans cette émission, si vous voulez bien, pour pousser la porte des études des notaires avec un jeune couple qui est venu justement pour la rédaction d'un contrat de mariage. Immersion au cœur de cette consultation que nous avions filmée en mars dernier. On est Claire et Jérémy, on est médecins tous les deux et on se marie là au mois de mai civilement. Mais avant leur union, ce couple a choisi de faire réaliser un contrat de mariage par leur notaire et c'est aujourd'hui qu'ils signent. Allez-y, je vous en prie. Merci. Bonjour donc et bienvenue, c'est aujourd'hui qu'on va signer le contrat de mariage. Et il en existe 4 en France, cela permet de répondre aux différents besoins des couples. Pas de solution unique, c'est presque du sur-mesure. Le régime légal, c'est le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. Le deuxième régime est un régime très connu, c'est le régime de la séparation des biens. On y va assez facilement quand on veut se mettre à l'abri professionnellement ou quand on veut de manière indépendante investir, acheter un bien, créer une richesse à titre personnel. On a également le troisième qui est la communauté universelle. Là, tout est commun, y compris les biens reçus par donation, par succession, les héritages. Tout ce que je constitue, que je reçois comme richesse, sera commun. Et puis on a le régime de la participation aux acquêts, qui est un mix entre la communauté et la séparation des biens. On a contrevenu à cette règle. 90% des futurs mariés décident de consulter un notaire, mais la grande majorité ne signe pas de contrat de mariage et préfère rester sur la communauté réduite aux acquêts. Le contrat de mariage est une discussion qu'on a avec les futurs mariés pour savoir sous quel régime ils veulent fonctionner pendant toute leur vie juridique. Est-ce que je veux diviser mes comptes? Est-ce que je veux avoir mon patrimoine personnel? Est-ce que je considère que quand je mets un contrat d'assurance vie à mon nom, il t'appartient aussi? Des équilibres et des déséquilibres secrets. Et on a besoin, ab initio, donc au départ, de créer peut-être des conventions entre les futurs époux pour régir justement l'avenir. Et l'avenir, parfois, c'est aussi le divorce. Signé, allez-y, je vous en prie. Mais pour Claire et Jérémy, pas question de parler séparation. Tous les deux dans le domaine de la santé, leur situation professionnelle pourrait évoluer vers une profession libérale. Alors, le contrat de mariage, c'est avant tout pour se protéger. Il y avait quand même cette connotation que le contrat de mariage, c'était un petit peu individualiste, c'était un petit peu pour garder chacun ses propriétés, chacun son argent. C'est vraiment pas l'idée, c'est vraiment pas le but, c'est vraiment pas l'objectif. Nous, c'était vraiment plutôt pour se protéger l'un et l'autre que pour se protéger l'un de l'autre. On est parti. Les situations personnelles, de couple, financières peuvent évoluer au fil des années. Le contrat de mariage, comme pour Claire et Jérémy, c'est donc aussi et surtout de l'anticipation. Yonela Baron, le mariage n'a pas vraiment la cote, hein, il faut le dire. Un peu moins de 230 000 mariages en 2019 contre à presque 300 000 au début des années 2000. Quand on ne souhaite pas se marier, il y a quand même d'autres alternatives. Vous le disiez tout à l'heure, il y a notamment le PACS. Voilà, tout à fait. Le PACS, alors les personnes ne savent pas qu'il y a 2 types de PACS. D'accord. On a le PACS légal. Le PACS légal, c'est le PACS sous la séparation de biens. Les choses sont claires, chacun garde ses propres. Ouais. Voilà. Et puis, il y a le PACS indivision, qui a un régime qui s'apparente plus à la communauté dont je parlais tout à l'heure, et qui a un régime un peu plus de solidarité. Là, je dirais, il faut faire attention parce qu'il faut avoir conscience que lorsque l'on achète un bien sous le régime de PACS indivision, le bien est réputé moitié-moitié, même s'il y a un des partenaires qui a financé
beaucoup plus. Donc, c'est-à-dire qu'il y a, en cas de séparation, alors on voit toujours les malheurs, nous les notaires, on parle de séparation, de décès, etc. Mais c'est notre rôle aussi d'anticiper. Le partenaire risque de ne pas récupérer sa mise. Yonella, il faut stipuler que le régime par défaut de PACS, c'est bien le régime de séparation en fait. En revanche, un PACS, ça peut se signer maintenant à la mairie et là, on ne précise pas toujours les choses en fait. Alors oui, il faut faire très attention. Si on a cette émission-là, c'est aussi pour conseiller. Donc, il faut impérativement, et je suis claire, que les couples aillent voir leur notaire. Les conseils des notaires, c'est gratuit. Donc, on va vous expliquer en quoi ça vous engage les deux régimes, afin que vous ne fassiez pas de bêtises à la mairie. Puisqu'à la mairie, vous allez être face non pas à des juristes, mais à des employés de mairie qui ne sont pas toujours formés pour vous conseiller, pour vous expliquer la différence entre les deux PACS. Quel régime choisir, et c'est parfois juste une histoire de cases à cocher. C'est ce que j'allais vous dire. Voilà. Ouais. Et au-delà de ça, le PACS, ce n'est qu'un contrat au terme duquel on s'engage à être solidaire des dettes du ménage, mais ça donne en aucun cas la qualité d'héritier. Ce qui fait que si vous achetez une maison 50-50, vous êtes pacsé. Si vous ne faites pas de testament par la suite pour indiquer que votre partenaire aura la jouissance du bien à son décès, vous risquez il risque de se retrouver en indivision avec la belle famille, ce qui n'est pas toujours un cadeau. Juste pour préciser quand même que qu'on soit marié ou pacsé, on peut modifier son régime de mariage ou de PACS en cours de l'union. Évidemment, là, ça coûte un petit peu plus cher. On va passer à la suite de notre émission. Dans la deuxième partie, je voudrais qu'on aborde la question de la famille, parce que bien souvent, c'est ce qui se passe dans les couples. On évolue en famille, des enfants arrivent, et ça peut être une vraie source potentielle de tension, Anne. Et oui, parce que le fait d'être deux, on a des habitudes et chacun a sa place. Le fait d'être trois, le système change à l'arrivée du premier enfant. Donc avec la famille, à chaque fois, la famille, on peut voir ça comme un système. Il va y avoir les deux personnes, l'enfant arrive, le système est un peu déséquilibré, il va falloir qu'ils trouvent un nouvel équilibre. Donc nous, notre accompagnement, c'est justement de les accompagner pour trouver ce nouvel équilibre. Un système, pour qu'il perdure, il faut qu'il soit toujours perméable au changement, il faut qu'il puisse s'adapter et il faut que toujours il puisse pouvoir faire en sorte que chaque élément du système trouve sa place et soit heureux. Les conseillers conjugaux et familiaux, vous vous définissez comme des facilitateurs de parole, si on peut en dire un mot très, très rapide, ça veut dire quoi concrètement ? Et ça veut dire que quand les personnes arrivent et viennent consulter un conseiller conjugal et familial, ils viennent pour déposer une problématique, un moment de crise, un questionnement, une difficulté. Et nous, notre travail, c'est au sein de Couple et Famille, c'est justement de faire en sorte que chaque personne soit entendue par son partenaire. Donc qu'elle puisse exprimer ses émotions, ses sentiments dans un cadre de sécurité, parce que forcément on intervient dans un cadre où tout ce qui est dit doit rester dans le cadre de l'entretien, ne doit pas être utilisé. C'est pour ça que le juridique n'a rien à faire là-dedans. Et puis dans un cadre sûr où la personne peut s'exprimer de façon libre et ensuite pouvoir être entendue de l'autre, qui va pouvoir tenir compte. Et c'est pour ça qu'on aime bien faire reformuler, pour être sûr que la parole de l'un a bien été entendue et comprise par l'autre. Une oreille attentive aussi chez les notaires, on l'a compris dans ce que vous disiez tout à l'heure, Yonella. Quand le couple devient famille, là, à quoi doit-on penser ? À la transmission, j'imagine. Oui, à la transmission. Donc, je parlais de testament tout à l'heure. Oui. Donc, peut-être rejeter un coup d'œil sur le testament, voir comment il a été rédigé. S'il y a eu testament. S'il y a eu testament et si il est encore adapté à la situation actuelle. En cas de séparation de couple, que devient ce testament en fait ? Parce qu'on parle beaucoup de séparation, mais un testament sert en cas de disparition de l'un des deux membres du couple. Tout à fait. Donc en cas de séparation du couple, si on n'est pas pacsé, pensez à révoquer votre testament. Donc retournez voir votre notaire. Et également, si vous êtes marié, alors c'est peut-être pas un conseil, mais c'est un peu choquant là ce que je vais dire, mais si vous êtes en instance de divorce, pensez à déshériter votre conjoint.
si vous le souhaitez, parce que sinon, si vous décédez pendant l'instance de divorce, il va hériter de vous. Oui, c'est important d'avoir cette précision. Tant que le divorce n'est pas prononcé, en tout cas, le partenaire reste héritier. Voilà, l'idée, c'est que quand les enfants rentrent dans la danse, on peut protéger son partenaire, mais pas au détriment de ses enfants, on est bien d'accord. Voilà, alors après, on fait encore ici du sur-mesure. On a des clients dont la volonté, comme je disais tout à l'heure, est vraiment de plus protéger le partenaire ou le conjoint en considérant que les enfants, ils ont déjà leurs finances, ils font déjà leur vie. Donc c'est vraiment du sur-mesure et on adapte à ce moment-là les conseils et les contrats. Vous intervenez parfois, Anne, dans le cadre de successions qui tournent un peu mal? Les personnes vont venir nous voir lorsque souvent elles ont une difficulté, les parents sont décédés et puis on se rend compte que souvent à ce moment-là, ce qui se passe, ce sont des anciennes histoires qui se rejouent et qui se répètent. Et autant le notaire, il va proposer un contrat, il va vouloir régler la succession de façon très juste, équitable et puis de façon très professionnelle. Et à côté de ça, il va y avoir un des enfants qui va refuser cette succession parce qu'il va la trouver injuste, mais elle ne sera pas injuste parce que dans les faits, il y aura quelque chose qui sera pas normal. C'est juste parce qu'il y a une injustice d'enfant qui a été vécue et qui se rejoue à ce moment-là. Parce que toutes les périodes de crise sont des moments où justement les blessures de l'enfance peuvent ressurgir. Nous poursuivons cette émission et nous accueillons tout de suite Vincent Lemay qui, comme chaque mois, vient nous informer et nous expliquer les actualités juridiques du moment. Bonjour Vincent. Bonjour Aurélie. Alors on commence cette chronique avec un point sur le renforcement du contrôle des constructions. Alors, le renforcement du contrôle des constructions, il s'agit de la mise en place d'une loi à partir du 1er janvier 2024. Lorsque vous allez construire sur une terre qui est potentiellement argileuse, qu'on appelle également le retrait de l'aléa du gonflement des argiles, vous aurez en fonction de la catégorie une attestation à fournir au moment de déclaration attestant l'achèvement des travaux, c'est-à-dire que c'est la fin de votre construction, avec un document que vous envoyez en mairie et ce document-là devra avoir ces informations avec le respect donc de l'environnement pour des problématiques évidemment environnementales dont on parle souvent sur ce plateau. Deuxième information, on parle cette fois de prévention des arnaques. Alors, les arnaques, nous sommes tous confrontés à des arnaques sur le web. On a une recrudescence énorme des fraudes et des escroqueries. Donc, le gouvernement a mis en place un livret téléchargeable en ligne avec 16 rubriques, 16 fiches. Chaque fiche traite d'une pratique frauduleuse. Alors, ça peut être les achats, ça peut être les faux virements, les usurpations d'identité également. On en a plein d'autres, l'hameçonnage également. Et à chaque fois, vous avez une définition de comment vous ne pas vous faire avoir et ce qu'il faut faire évidemment si vous êtes confronté à ce type d'arnaque et de fraude. Vous pouvez voir toutes ces recommandations sur le site THESE, T-H-E-S-E, qui a été mis en ligne en début 2022. Voilà, important de le préciser, c'est vrai qu'on entend souvent dans l'actualité ces problématiques autour des arnaques. Un dernier point autour des animaux de compagnie, Vincent. Oui, les animaux de compagnie. Depuis le 1er octobre cette année, vous devez désormais signer ce qu'on appelle un certificat d'engagement et de connaissance 7 jours avant d'accueillir chez vous un chat, un chien, un lapin. Alors, on n'a pas vérifié si les poissons rouges étaient concernés, mais en tout cas, si vous avez un animal de compagnie, notamment un équidé aussi, eh bien, vous serez obligé de vérifier ce certificat d'engagement, de le remplir au moins 7 jours avant d'accueillir un animal de compagnie chez vous. Alors, ce certificat aura des informations sur les besoins, les comportements, le coût également d'un animal de compagnie au quotidien. Le but est d'éviter des achats impulsifs et de laisser votre animal sur les bords des routes comme on voit parfois l'été. Merci beaucoup Vincent Lemay. Vous restez avec nous, on aborde tout de suite maintenant les questions de nos téléspectateurs. Alors, la première sera pour vous, je pense, Ionela. Que se passe-t-il si j'effectue des travaux dans la maison de mon partenaire? Est-ce que je pourrais récupérer mon investissement en cas de séparation? Alors en effet, ça va créer une créance qui devra être restituée alors à tout moment ou bien au moment de la séparation. Il faut faire attention à la valorisation de cette créance. On sait qu'1 euro aujourd'hui n'a pas la même valeur qu'1 euro demain. Lorsque vous ne prévoyez rien dans votre contrat de PACS, parce que là on parle de PACS dans cette question-là, ce sera le nominal. Donc vous avez mis 20 000 euros pour des travaux dans la maison, vous récupérez 20 000 euros. Deuxième question. Marié depuis 8 ans sous le régime de la communauté réduite aux acquets, mon conjoint peut-il décider d'une dépense importante sans me consulter? Alors, toute acquisition faite pendant le mariage
tombe en communauté, on l'a dit tout à l'heure. Maintenant, il y a une limite, c'est les dépenses manifestement excessives. Donc là, vous avez peut-être une procédure à entamer, mais c'est le juge qui va jauger si la dépense est excessive ou pas, notamment par rapport à votre patrimoine existant. Famille recomposée, pour cette dernière question, peut-être à vous, Anne Guinche. J'aimerais faire une thérapie de famille, mais tout le monde ne le souhaite pas. Que faire? Un conseil? Alors un conseil, c'est d'abord de venir, même si elle est seule, la personne, et puis les personnes concernées pourront adhérer ou pas au cours de l'accompagnement. Mais déjà, venir rencontrer quelqu'un et en parler, déposer son besoin, c'est déjà une première étape. Voilà, en espérant que les autres suivent. Voilà, et puis c'est toujours bien de tout mettre en mots, MOTS. Pour conclure cette émission, un mot, parce que Couple et Famille Bretagne, pour une meilleure durabilité entre les couples, propose de mettre en place des préparations, par exemple, au mariage civil. Ça aiderait grandement. Ça fait partie de notre fonction et de conseil conjugal, et puis Couple et Famille Bretagne, c'est vrai, par son activité sur toute la Bretagne, souhaiterait mettre en place peut-être des accompagnements pour pouvoir mettre en mots toutes les attentes et ce que les gens cherchent dans l'engagement dans le mariage. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus sur ce plateau, d'avoir participé à cette émission. On se retrouve bien évidemment le mois prochain pour un nouveau numéro. On parlera d'héritage, les étapes d'une succession. Vos questions sont à poser sur la page Facebook de Georges, mon notaire breton. D'ici là, portez-vous bien.